Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. On le sait, depuis déjà plusieurs mois, on parle du problème d'itinérance à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a des gestes concrets qui ont été posés, notamment avant les fêtes, avec l'ouverture d'un refuge temporaire pour les itinérants. C'est Action Dépendance qui gère les lieux. Et pour nous parler de la situation, je reçois Mme Linda Villeneuve, qui est la directrice générale d'Action Dépendance. Mme Villeneuve, bonjour. Bonjour. Bon, si on faisait l'état de la situation là, depuis l'ouverture du refuge, là, à quoi ça ressemble? C'est sûr qu'on a eu des débuts modestes quand on a ouvert le 30 décembre. On avait environ 2-4 personnes par semaine. Et là, la situation s'est beaucoup améliorée. On est passé d'un petit pourcentage d'occupation à 67 d'occupation la semaine dernière avec 19 personnes. La majorité reviennent de soir en soir. Là, on aura à s'ajuster quand on sera plein. Ils ne pourront pas toujours réserver leur lit, mais pour l'instant, ils le font. C'est un changement d'habitude majeur pour ces gens-là. C'est un peu à l'extérieur du centre-ville, mais avec les semaines, ça fait quand même juste 6 semaines, avec les semaines, les gens viennent, apprécient le service actuellement et reviennent. Alors, on est quand même satisfait, là, même si on est parti avec des chiffres modestes. Ça s'améliore et on est très content de ça. Mais c'est peut-être un peu normal que ça parte de façon modeste parce que ces gens-là n'ont pas accès à de l'information. Ils n'ont souvent pas le téléphone, l'Internet. Donc, avant que ces personnes-là sachent qu'il y a un nouveau refuge, il faut quand même que ces gens-là en soient informés par quelqu'un. Donc, c'est peut-être normal que ça parte lentement. C'est aussi normal, puis même qu'on a une très bonne collaboration avec le Spot qui ont diffusé l'information. On a aussi un petit Google Sheet, là, je m'excuse le terme anglais, mais où on a tous les services, où l'hôpital a accès et tout. Alors ça, c'était bien, mais c'est vraiment un changement d'habitude, là, d'être, tu sais, il était habitué d'avoir des services, mais plus près. Hein, du centre-ville, avant que le Spot là, ferme les lits. Alors, c'est ça. Ça prend de la patience. Il faut qu'ils changent leurs habitudes. C'est pas facile, mais on y arrive avec le temps. Puis d'arriver dans un nouvel endroit, avec une équipe d'intervenants qui ne connaissent pas. Moi, je suis arrêtée hier soir et quand j'ai fait l'ouverture à 8 heures. Puis la majorité, je les connaissais, là, ils étaient contents de me voir, là, parce que moi, ça fait des années que je les connais, là, je les côtoie depuis 2020. Alors, mais c'est tout ce temps-là que ça prend pour qu'ils apprécient le service puis qu'ils viennent. Parce qu'on a beau parler de personnes qui sont itinérantes, sans abri, mais ça devient leur mode de vie, ça devient leur quotidien. Et peu importe le style de vie que l'on a, lorsqu'on apporte des changements, c'est déstabilisant. Et ça doit l'être également pour ces personnes. C'est clair. Puis j'arrête pas de le dire, c'est déstabilisant pour nous quand il nous arrive une situation nouvelle. Pour eux, c'est la même chose. Ce sont des êtres humains qui ont des émotions, qui vivent des choses. Puis ils en vivent, Dieu sait qu'ils en vivent des difficultés dans leur vie. Alors, un nouveau changement, c'est ça que ça prend du temps. Bon. Qu'est-ce qu'on y retrouve, justement? Bon, les personnes qui ont besoin du service, du nouveau refuge, il y a 24 lits, je pense, mais peut-être nous expliquer un peu, là, parce que c'est quand même adapté presque au goût du jour. Oui, c'est sûr que le mandat qu'on a eu à la fin novembre de la mairie, c'était d'ouvrir un refuge de 20 heures le soir à 8 heures le matin. Bien entendu, on travaille actuellement à un refuge numéro 2 qui sera plus permanent. Alors, celui-ci est temporaire. Le local est vraiment bien adapté. On ne l'avait pas choisi, mais au niveau de l'espace, ça nous permet d'avoir un espace, la moitié du local est dédié à des lits
où on a mis des paravents. Alors, ils ont tous un peu de l'intimité. Ça aide énormément. Et on a une autre partie qui est séparée par un mur de briques, de béton. Et on a une autre partie où, là, on a installé des tables, des chaises. J'ai des intervenantes qui font des dessins collectifs. On a acheté un baby-foot. Là, j'attends une télévision. Juste pour faire un petit peu, parce qu'il y en a qui arrivent à 8 heures, désirent dormir à partir de 8 heures. Mais il y en a d'autres que... on tolère jusqu'à 11h30. Ils socialisent, ils mangent un peu. On n'a pas de cuisine. Alors, nous, on s'est engagés pour l'instant un dodo et on sert un déjeuner. Voilà. C'est ce qu'on peut faire actuellement. Bon. Et c'est un hiver particulier que l'on a. Alors, je pense que les besoins sont encore plus grands. Hein? Exact. Puis, il fait froid. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... moi, j'avais un petit fonds là, qui venait d'un fonds fédéral pour payer des taxis. Et là, on a fait une entente avec le spot. Alors, quand il fait moins 20 ressenti, les gens peuvent partir du spot sans venir chez nous. Le lendemain matin, moins 21 encore ou moins, on reprend le taxi et on s'en va au spot quand le spot est ouvert du lundi au jeudi. Mais quand il fait très froid, le spot a des ouvertures un petit peu plus grandes. Alors, dans les 2 dernières semaines, là, c'est 48 voyages de taxi qu'on a fait entre les 2 ressources. Et ça, c'est quelque chose de très apprécié parce que c'est quand même un 15-17 minutes de marche entre le refuge et le spot. Alors, on essaie d'adapter puis de donner les services nécessaires dans la mesure du financement et de notre capacité d'accueil au niveau des ressources humaines aussi. Il faut quand même... ça reste dans un cadre assez précis, mais quand même. Je pense que cet hiver, c'est vrai qu'il a fait froid. Et puis, c'est ça, au niveau du système de taxi, nous, on l'avait dans l'autre source qu'on gère, c'est le 240. On a 6 lits qui ressemblent beaucoup, mais qui sont identiques, dans le fond, au refuge, mais on peut en mettre seulement 6 en dessous, puis on payait déjà le taxi. Bon. Fait qu'on a fait une continuité et c'est vraiment apprécié. Ça a été un tour de force quand même, parce que ça, c'est un engagement électoral du maire actuel, M. Éric Latour, de s'attaquer au problème de l'itinérance. Il a réussi à avoir... en fait, la Ville a investi d'argent. Il a réussi à aller chercher de l'argent de d'autres secteurs pour partir ce refuge-là. Et en dedans d'1 mois, vous avez réussi à ouvrir ce centre-là. C'est un tour de force. C'est un tour de force. On ne s'attendait pas vraiment à voir la commande là. Mais aussi rapidement, c'est ça. Oui, tu sais, nous, on s'était entendu comme milieu qu'on travaillerait cette année, Action Dépendance travaillerait pour le prochain refuge dans 1 an environ. Et puis là, est arrivé ça, cette belle annonce-là. Bien entendu, on est sensible aux personnes en situation d'itinérance. Moi, j'ai parti l'hébergement en 2020, en pleine pandémie, dans un hôtel, et on n'a jamais lâché. Fait que c'est sûr que la commande est venue vite, mais il fallait se retourner vite, puis c'est ce qu'on a fait. J'avais pas d'équipe. Il fallait que j'embauche un coordonnateur. Moi, j'ai tout mis ça dans ça. On a beau avoir un local, mais il faut que ce local-là réponde aussi aux besoins que vous... Oui, c'est ça. Mais ça a quand même, je peux dire que ça a quand même bien été. On a eu beaucoup de support du CIS. Ils nous ont offert un paquet de matériel. Tous les tempoirs, les murs, là, c'était une donation du CIS. La Ville nous a donné des meubles, des bureaux de travail, tout. Là, il fallait juste que, on monte l'équipe. J'ai engagé un coordonnateur, s'est occupé d'embaucher quand même, c'est quand même 10 personnes qui font des chiffres de 12 heures sur 3 jours, mais
Ça, c'est intéressant comme horaire. Ouais. Les gens aiment ça. 3 jours, 12 heures, mais ils ont 4 jours de congé. Puis en itinérance... Oui, parce que souvent, lorsqu'on arrive au travail, on est déjà au travail, alors ça nous dérange moins de... C'est ça, Puis, oui. il reste que quand même, c'est de l'intervention que des jours, ça va bien, mais d'autres jours, c'est plus difficile. Tout à fait. Alors, ils ont quand même un 4 jours. Alors ça, c'était bien. J'ai eu mon adjointe, Hélène Paquette, qui m'a aidée énormément parce que là, il fallait acheter les lits, la literie, les savons, tout ce que ça prend pour que, quand les gens arrivent, puissent prendre une douche, puis soient confortables et tout. Puis là, les lits, bien, comme la demande était près du temps des fêtes, on a reçu les lits que le 15 janvier. Mais les pompiers de Marieville, puis je tiens à souligner leur générosité, ils nous ont passé des lits de camp. Fait qu'on a eu ça assez rapidement. Fait que quand même, assez rapidement, là, on a été capable de tout aménager les lieux puis de recevoir. Puis on était même prêt le 24, mais on a eu un dégât d'eau. Fait que c'est ça. C'est ce que je disais, là, que lorsqu'on doit beau se fournir au local, mais on découvre des problèmes qui font en sorte exact. Puis en tout cas, ça ça venait du toit, là, mais ça s'est réglé. Mais ça a pris quand même quelques jours. Et puis pour finalement là, être ouvert le 30. Fait qu'on était quand même très contents. Bon. Donc, c'est presque à pleine capacité. Oui. Mais ça ne règle pas les problèmes d'itinérance. Non, hein? Ils ont des besoins. Par contre, le refuge, c'est un bon tremplin pour soit... parce que c'est possible de faire des références, là. Nous, il y a des gens qui peuvent venir au refuge, puis quand on regarde leurs besoins, ils sont prêts à faire une recherche de logement. Si on a de la place au 240, on les transfère au 240. Ils ont un besoin de suivi avec un TR ou ils préfèrent aller au spot, on peut faire des suivis. Ils ont un problème de santé mentale adulte. Des fois, ça arrive qu'on appelle l'équipe mixte d'intervention, les MIP de proximité avec les policiers et travailleurs sociaux. Alors, les deux travailleuses sociales, Elisabeth et Marjo, viennent à la rencontre de ces gens-là, puis ils font des démarches. Fait que c'est possible. Fait que le refuge, c'est vraiment un tremplin pour être capable d'en sortir. C'est ça. Mais encore faut-il qu'il y ait des logements disponibles. On sait qu'à Saint-Jean, c'est très difficile de trouver du logement. Donc c'est plus complexe comme problème. Effectivement. Puis c'est de les maintenir aussi. Fait qu'on a aussi tout le volet qu'on appelle la stabilité résidentielle avec accompagnement. Il y a un intervenant du CIS et il y a un intervenant communautaire qui est rattaché à Action Dépendance, qui font du soutien à domicile lorsqu'ils ont un logement, pour essayer de les maintenir le plus longtemps possible. On a quand même des belles réussites. Puis au 240, on arrive quand même à en placer. On est à peu près à 45-50 % de personnes qui passent au 240 qui se relogent. C'est quand même bien. Là, ce qui manque, c'est un peu peut-être une ressource supplémentaire en stabilité résidentielle, mais on va l'avoir à compter du 1er avril parce qu'il y a des crédits qui sont descendus. Et ça aide énormément. Bon, dernière question, parce que vous en avez parlé. Vous travaillez aussi sur le projet là, de Jean-François Tremblay d'ouvrir un site permanent. Pour, où on en est dans ce dossier-là? Qu'est-ce qu'on peut dire, en fait? Oui, bien, c'est sûr que moi, il faut que je l'imagine aussi, là. Il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on veut. On a comme certains services qu'on aimerait avoir. Là, justement, j'ai une rencontre avec Jean-François parce que là, il faut que je produise un budget préliminaire. J'ai pas fait ça encore. Moi, j'ai pas eu de confirmation de lieu non plus. Alors... Parce que je pense qu'il reste l'accord de la Ville pour dans le travail à faire. Et ça, pour moi, c'est la partie de Jean-François, c'est lui le développeur. Alors, j'attends de voir là, des nouvelles, mais
malheureusement, à ce jour, je n'ai pas de nouvelles là, de confirmation. On peut-tu faire une pelletée de terre? Mais le dossier avance, on travaille là-dessus. Oui, effectivement. Il devrait avoir une annonce bientôt. Là. Il devrait y avoir une annonce bientôt avec Joël Gomez de l'OMH et Jean-François. Madame Villeneuve, merci beaucoup. Et puis, on va souhaiter que les personnes qui utilisent justement votre refuge, là, en fait, puissent en bénéficier et que ça aide justement à la situation de l'itinérance à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup. Merci. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. On reçoit beaucoup de signalements de voleurs de temps ces jours-ci. Je partais faire mon jogging quand soudain, un troll d'Internet m'a volé tout mon après-midi. Une vedette de télé-réalité m'a volé 3 heures. Je l'ai jamais vu venir. Pouvez-vous le décrire, ce voleur de temps? Il y avait une grosse moustache, un chapeau rouge. Il avait l'air de combien? C'est lui? On a dressé une liste de voleurs de temps les plus dangereux. C'est à nous de les arrêter. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Il y a une nouvelle importante concernant la qualité de l'eau dans la baie Missisquoi, c'est qu'il y a une entente de médiation qui touche 3 municipalités de la baie, là, soit Clarenceville, Venise-en-Québec et Saint-Armand. Ça concerne tout l'enjeu du phosphore. Et pour nous en parler, on a le président du syndicat de l'UPA du Haut-Richelieu, M. Sébastien Robert. M. Robert, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Bon, d'abord, peut-être avant de parler de l'entente, peut-être nous parler de l'enjeu, du problème du phosphore pour la baie Missisquoi en particulier. Bien, on sait l'enjeu de la qualité de l'eau qu'on a vécu à l'été 2024, principalement dans la baie Missisquoi. Un des enjeux particuliers, bien évidemment, c'est les affluents de phosphore dans la baie Missisquoi. Puis, bien évidemment, le monde agricole contribue à ces affluents-là. Donc, c'est l'enjeu principal pour les cyanobactéries dans la baie Missisquoi. Principalement, ce qui est arrivé, c'est que, bon, il y a eu un petit peu des enjeux de communication avec l'organisme de bassin versant, où est-ce qu'on identifiait l'agriculture comme un peu responsable, la principale source. On est la principale source, on ne le renie pas. On couvre 80 % du territoire du bassin versant de la baie Missisquoi, donc c'est normal qu'on soit le principal affluent. C'est juste dans des enjeux de communication pour identifier les cibles à atteindre. Bon. À la suite de cette entente de médiation, vous avez publié donc un communiqué, une lettre ouverte pour y aller de votre pensée. Peut-être nous expliquer un peu, là, suite à cette entente-là, votre pensée de la situation. Bien, notre pensée, c'est qu'on veut faire partie de la solution sur la qualité de l'eau dans la baie Missisquoi. Donc, c'est important pour nous de rétablir les canaux de communication avec l'organisme de bassin versant. Donc, on avait en juin 2025, signer une entente pour entrer en médiation avec eux, pour refaire les canaux de communication, revoir la façon de fonctionner ensemble et par le fait même relancer la table de concertation agricole, qui est une table de concertation où les gens de l'organisme de bassin versant et plusieurs producteurs agricoles du bassin versant peuvent discuter ensemble des solutions possibles en partageant les enjeux communs. Parce que c'est sûr qu'on veut protéger l'environnement, on veut améliorer la qualité de l'eau, mais pas à l'encontre des enjeux économiques des producteurs agricoles. Puis c'est un petit peu ce qu'on décriait, c'est qu'on ne veut pas non plus soutirer des enjeux structurants pour établir de la relève agricole sur notre territoire.
C'est un petit peu ça l'enjeu Ouais. qu'il y avait à ce moment-là. En fait, le rétablissement de la table de concertation, là, c'est peut-être le principal point important de cette entente-là. Oui, tout à fait. Parce que dans cette entente-là, ce qu'on suggère, c'est de ne pas se faire imposer des façons de changer les choses, mais de travailler ensemble à trouver conjointement des manières d'améliorer les techniques de production pour éviter des effluents de phosphore dans la baie Missisquoi. C'est sûr qu'on ne les éliminera pas complètement. Là. Des éléments de phosphore, il y en arrivait bien avant l'arrivée de l'agriculture dans la région. Mais reste que, comme on compte 80 du territoire, on se doit d'améliorer nos façons de faire. L'UPA, là-dedans, quelles sont les solutions que vous pourriez apporter, que vous suggérez à la table de médiation pour améliorer la situation? Bien, l'enjeu, c'est un enjeu de communication. Donc, les agriculteurs, ce sont des gens occupés, des gens qui ont des enjeux économiques très serrés. Alors, de se faire imposer des solutions toutes faites, bien pensantes, ça ne passe pas. Alors, si on a une table de concertation qui est efficace, si on a des gens qui sont capables de se parler, des chercheurs qui arrivent avec des solutions innovantes, scientifiques, puis qu'on les confronte aux enjeux de la réalité agricole de tous les jours, on va arriver avec des solutions innovantes que tout le monde va embarquer. Alors, c'est là qu'on pense qu'elle est la solution. Mais qu'est-ce qui ne fonctionnait pas actuellement avec l'organisme? C'était quoi les principales revendications auprès des agriculteurs? Bien, c'est des enjeux au niveau de comment on peut changer les techniques au niveau du phosphore. On nous dit qu'on doit diminuer nos apports en phosphore. C'est facile à dire, mais reste que quelles seront les on vous amenait pas de solutions concrètes? On nous amenait des projets, mais dans lesquels on ne connaissait pas les conséquences pour le producteur agricole. C'est ça qu'on veut, s'assurer que c'est bien aligné, que ce soit gagnant-gagnant des deux côtés, qu'on améliore la qualité de l'eau, mais que ça ne se fait pas au détriment de la rentabilité des entreprises agricoles. Est-ce que vous avez rencontré les maires des 3 municipalités touchées par ce problème-là? Oui, tout à fait, oui, parce que c'est ce qui a un peu lancé l'alerte. C'est que 3 municipalités avaient adopté des résolutions dans lesquelles ils interpellaient le gouvernement à intervenir dans le bassin versant de la baie Missisquoi, où est-ce qu'on identifiait une solution en particulier envers le monde agricole. Puis nous, on a dit non, c'est pas ce qu'on veut. C'est surtout pas une manière de faire pour aller en concertation avec le milieu agricole. Puis nous, on a rencontré ces maires et mairesses-là en leur apportant un autre point de vue avec d'autres données. Puis je pense qu'ils ont compris qu'il y avait peut-être une médiation ou un moyen entre les deux à adopter. Donc, M. Robert, une des solutions, ce serait que les agriculteurs aient de nouveaux équipements. Mais ça coûte cher, évidemment. Et là, il faudrait impliquer le gouvernement, il faudrait impliquer plusieurs acteurs là-dedans. Donc, c'est pas si simple que ça de régler le problème juste avec un changement d'équipement, parce que ça prend de l'aide financière. Oui, tout à fait. Quand je vous disais qu'on veut que la solution soit gagnante-gagnante, si l'entreprise a des gains économiques à être moins polluante, ça va se faire naturellement. Si les agriculteurs doivent laisser du terrain, changer des équipements, investir massivement sans obtenir de rentabilité, oui, ça prendra des argents nouvelles du gouvernement. C'est évident. Les agriculteurs, eux, ne peuvent pas supporter l'ensemble de la charge collective de la qualité de l'eau dans la baie Missisquoi. C'est important de comprendre ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a déjà eu une première rencontre de la table de concertation à ce sujet-là? Je crois que oui. Je ne suis pas sur la table de concertation, mais il y a eu une table de pré-concertation. Le comité de concertation est remis en branle, est en action actuellement, puis aura des rencontres le plus régulières possible avec l'organisme de bassin versant baie Missisquoi. Bon. S'il n'y avait pas eu d'entente de médiation, qu'est-ce qui serait arrivé? Bien, c'est tout simplement qu'il y aurait eu cessation de collaboration entre le milieu agricole puis l'organisme de bassin versant. On peut, nous, les agriculteurs, avec nos instances, continuer de faire des améliorations, poser action, sans nécessairement travailler avec l'organisme de bassin versant. C'est faisable. Reste que l'organisme de bassin versant, sa mission première est la concertation avec le milieu. Évidemment, de travailler avec le monde agricole, mais de travailler avec le milieu urbain, le milieu industriel, le milieu résidentiel, tous ces milieux-là qui collaborent ensemble pour améliorer la qualité de l'eau.
Bon, je vais prendre 2 minutes parce qu'il y a un autre sujet, ça a été documenté, on en a fait un article dans le Canada français, c'est vos revendications face à la hausse de taxes au niveau agricole dans le dernier budget de la Ville de Saint-Jean. Ouais. Je sais que vous avez rencontré le maire Éric Latour là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation-là? Parce qu'évidemment, il n'y aura pas de changement dans le budget actuel, mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bien, que c'est une injustice, tout simplement. On est habitué de voir des variations dans le taux de taxation et dans les différentiels entre le taux de taxation agricole et le taux de taxation résidentielle lors d'un changement de rôle d'évaluation. Mais cette année, il n'y avait pas de changement de rôle d'évaluation, alors rien ne justifiait un rebalancement des taux de taxation. Donc, si nous avions eu la même augmentation que le taux de base, c'est-à-dire l'indice d'inflation standard, nous n'aurions pas sursauté. Mais cette augmentation-là, elle est du double, c'est-à-dire 7,61 % alors que le taux de base a augmenté de 3,3 % à peu près. Donc, ça nous fait sursauter, puis on se dit que qu'est-ce qui peut justifier cette augmentation-là, alors que la superficie agricole n'augmentera jamais dans le territoire de la Ville de Saint-Jean. Donc, il n'y a pas d'augmentation justifiée là. Mais vous avez senti de l'écoute quand même dans vos demandes? Oui, de l'écoute. Je pense qu'il y a de l'incompréhension liée au taux de taxation agricole. Je pense qu'on avait besoin de parler du sujet, d'élaborer un petit peu sur les contraintes du milieu agricole, puis du fait que les services ne sont pas nécessairement utilisés par une terre agricole. Alors, je pense qu'il y avait des choses à se dire de ce côté-là. Monsieur Robert, merci beaucoup de ces explications et au plaisir de se reparler. Merci beaucoup, Monsieur Tremblay. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. Mesdames, Messieurs, à la prochaine. Au revoir.